bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième partie de notre édition ce matin avec Territoire Sénat, l'actualité politique et parlementaire et les titres de cette actualité ce matin, Saveria. Bonjour à tous. Prière de rester au garage pour des millions de véhicules ce matin en région parisienne, à Lyon, à Annecy. La circulation différenciée est mise en place. Vérifiez donc bien la vignette sur votre véhicule, une mesure qui intervient alors que se pose la question de l'avenir des voitures diesel. Les nouveaux moteurs pourront-ils bénéficier de la vignette critère 1? La question se pose. Les 250 000 ponts français sont-ils sûrs après l'effondrement du pont de Gênes qui coûtait la vie à 43 personnes? Le Sénat a lancé une mission sur l'état des ponts en France. Faut-il être inquiet? Nous en parlerons avec le rapporteur de cette mission, le sénateur Patrick Chaize. La France n'en fait pas assez pour le réchauffement climatique, c'est le Haut Conseil pour le climat qui le dit dans un rapport. Dans le même temps, députés et sénateurs sont tombés d'accord sur la création de l'Office français de la biodiversité. Le principal point d'achoppement, la création d'un délit d'entrave à la chasse, sera traité dans un autre texte. Prière de rester au garage ce matin pour des millions de véhicules en région parisienne, à Lyon et à Annecy. La circulation différenciée est mise en place. Vérifiez donc bien la vignette sur vos véhicules. Sont interdits les vignettes 3, 4 et 5. Une mesure qui intervient alors que la circulation différenciée sera désormais enclenchée automatiquement. Explication Jérôme Rabier. Le gouvernement veut durcir les règles de circulation différenciée en cas de pic de pollution en région parisienne. Le déclenchement de la mesure était jusqu'à maintenant à la discrétion du préfet de police de Paris. Elle deviendra automatique si le seuil d'information est atteint 2 jours de suite ou immédiatement si le seuil d'alerte est atteint. Nous prenons des mesures pour tirer concrètement les conclusions de cette situation exceptionnelle. Nous aurons un déclenchement de la circulation différenciée qui sera beaucoup plus rapide. Air Paris prévoit que le seuil d'information concernant l'ozone soit atteint ce mercredi, déclenchant donc la circulation différenciée vendredi si le taux ne redescend pas. La mesure sera donc désormais plus précoce et automatique et les conditions pour pouvoir circuler seront aussi durcies. Jusqu'à présent, sur les 6 vignettes critères apposées sur les pare-brises, seuls les véhicules étiquetés 4 et 5 étaient interdits. La vignette numéro 3 sera désormais elle aussi concernée. Tous les véhicules essence immatriculés avant fin 2005 et les diesels immatriculés avant fin 2010 seront donc interdits sous peine d'une amende de 68 €. Une annonce qui intervient le jour même d'une décision de justice qui reconnaît une faute de l'État dans sa politique de lutte contre la pollution en région parisienne entre 2012 et 2016. Alors cette mesure sur la circulation différenciée intervient alors que se pose la question de l'avenir des moteurs diesel. Les nouveaux moteurs pourraient-ils bénéficier de la vignette critère 1? C'est bien sûr une demande de la filière. Le gouvernement lui annonce lancer une étude sur ces derniers moteurs diesel. Quentin Calmet. C'est une demande portée par la filière depuis plusieurs mois. Selon les constructeurs automobiles, les nouveaux diesels émettent peu de CO2. Ils pourraient ainsi disposer du précieux sésame, le niveau 1 des vignettes critères. En clair, ces diesels pourraient être autorisés à rouler les jours de pic de pollution. Le gouvernement a annoncé avoir demandé une nouvelle expertise. Il faut qu'on fasse une étude très précise sur où en sont les nouvelles motorisations, comment elles se comparent à des véhicules qui aujourd'hui circulent en critère 1, si ces motorisations sont plus propres que ces véhicules qui circulent en critère 1, alors ces moteurs doivent être reconnus comme tels et circuler en critère 1. S'ils sont toujours plus dangereux que des véhicules qui circulent en critère 1, alors il ne faut pas leur donner ce critère 1. Une annonce répétée par la ministre devant les syndicats de sous-traitants automobiles et les élus locaux réunis à Bercy ce matin. Une décision saluée par Alain Fouché. Dans son département, l'industrie automobile sous-traite plusieurs centaines d'emplois. Il salue la décision d'Agnès Pannier-Runacher. Elle a compris, la ministre, qu'on pouvait faire autrement et qu'il y avait effectivement du diesel propre. Donc cette décision de mettre une vignette me paraît une solution tout à fait intelligente. Et ensuite, plutôt que d'interdire tout diesel, ça va permettre aux industries qui étaient lancées dans le diesel de pouvoir essayer de se reconvertir. Et on repart sur un diesel propre, je dis plus propre que l'essence. Une décision qui est une volte-face de la part de l'exécutif sur le dossier du diesel en France. En novembre dernier, la ministre de la Santé demandait, je cite, à ce que le diesel disparaisse clairement de nos axes routiers.
La France n'en fait pas assez pour le réchauffement climatique. C'est le Haut Conseil pour le climat, la nouvelle instance créée par Emmanuel Macron, qui le dit dans un rapport. Dans le même temps, députés et sénateurs sont tombés d'accord sur la création de l'Office français de la biodiversité. Le principal point d'achoppement, la création d'un délit d'entrave à la chasse, sera traité dans un autre texte. Explication Adrien Develay. La salle avait été réservée pour 2 heures. Mais c'est finalement au bout de 3 que les sénateurs et les députés sont tombés d'accord sur la création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse. Forcément, pour aboutir à un compromis, ça prend du temps. L'accouchement n'a pas été ni simple ni facile. Le projet de loi de François de Rugy prévoit à l'origine la fusion de l'Office national de la chasse et de l'Agence française pour la biodiversité dans un Office français de la biodiversité. Le texte a été profondément modifié par le Sénat pour davantage inclure les chasseurs dans ce nouvel établissement. Un point négocié par les députés. Ils en feront partie, mais ils seront dans un CA très large. C'est un compromis qui a été trouvé, qui fait que le monde de la chasse s'y retrouve. Et puis aujourd'hui, nous avons un vrai établissement public qui s'occupe de la biodiversité et qui regroupe les acteurs essentiels. En échange, les chasseurs obtiendront 21 millions d'euros par an pour financer d'autres actions comme des battues et des régulations d'espèces. Un point de désaccord a occupé les parlementaires, l'inscription dans le texte par le Sénat d'un délit d'entrave pour sanctionner plus sévèrement les actions empêchant la pratique de la chasse. La position du Sénat, au départ, c'est bien sûr de maintenir ce délit d'entrave qui est un marqueur. Et qui donc est important bien sûr pour les chasseurs, mais pas exclusivement. Les pêcheurs se retrouvent aussi dans ce sujet-là. Au délit d'entrave exclusif à la chasse, les députés disent non. Mais un compromis a été trouvé entre le Sénat, l'Assemblée nationale et le gouvernement pour un délit élargi à l'entrave de la pêche, par exemple. Le gouvernement a fait ce qui est assez rare, a pris un engagement écrit que la proposition de loi qui a été déposée par Jean-Noël Cardoux sur le délit d'entrave au sens large et pas seulement sur le délit d'entrave en matière de chasse serait examinée au Sénat bien sûr, mais ensuite à l'Assemblée nationale. Cette entrave pourra valoir jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. On continue l'actualité parlementaire avec le démarrage d'un interview politique dans un instant. À tout de suite. C'est Patrick Chaize, sénateur LR de l'Ain, qui est notre invité ce matin. Merci. Bonjour. Bonjour Patrick Chaize, vous êtes également vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. On vient de vous voir dans ce reportage sur la création de l'Office français de la biodiversité. Pourquoi est-ce que vous teniez absolument à inscrire ce délit d'entrave à la chasse dans le texte ? Alors, dans le texte, ce n'était pas forcément l'objectif fort. D'ailleurs, ce n'est pas le compromis qui a été trouvé. Voilà, donc, mais globalement, je pense qu'effectivement, ce sujet de l'entrave à certaines démarches ou certaines pratiques est un sujet de société, un vrai sujet de société. Donc, il est peut-être un peu plus marqué sur la chasse et peut-être qu'il a démarré aussi sur la chasse, d'où en fait l'idée d'intégrer dans ce texte ce délit d'entrave. Les débats ont montré que le sujet était donc partagé, qui devait donc inclure d'autres activités et donc voilà, un compromis a été trouvé. Est-ce que ce compromis c'est aussi le résultat, j'allais dire, du poids du lobby des chasseurs au Parlement ? Je ne crois pas que ce soit le poids des lobbies des chasseurs. Je pense que globalement, c'est les chasseurs qui ont porté en premier lieu ce sujet, mais il a été partagé par beaucoup, par les pêcheurs, par les organisateurs de manifestations diverses, qui donc subissent les mêmes problématiques. Patrick Chaize, on va maintenant parler de cette mission d'information sur la sécurité des ponts dont vous êtes le rapporteur. Quels sont les enseignements de votre mission ? Quel est l'état de nos ponts, des ponts français ? Il y a 250 000 ponts en France. Oui, 250 000 ponts. Alors, sur ce sujet, je vais être sûrement trop bref à votre goût, dans le sens où la mission rend ses travaux donc, tout à l'heure au sein de la commission aménagement du territoire et donc organise une conférence de presse pour rendre ses conclusions demain. Donc, j'invite évidemment tous les gens intéressés à cette question à pouvoir suivre cette conférence de presse et avoir tous les éléments très précis. Ce que je peux vous dire sur le sujet néanmoins, c'est que la mission a pu apprécier le fait que sur ces 250 000 ponts, eh bien, on avait une connaissance très partielle.
Et c'est déjà un premier sujet c'est assez inquiétant. Qui effectivement peut inquiéter. Et on peut classer ensuite les ponts suivant des catégories en fonction de leur importance, mais aussi de leur mode de gestion. Alors, précisément, est-ce que vous allez nous présenter une cartographie de ces ponts et de l'état de la dangerosité de ces ponts ? Non, l'objet de la mission n'était pas de faire un recensement exhaustif de ces ponts et de cibler les ponts dangereux et ceux qui ne l'étaient pas. C'est un travail d'ailleurs qui ne serait pas possible à faire dans les délais impartis et qui n'était pas notre commande. La commande, c'était de pouvoir donc faire un état des lieux donc non exhaustif de ce qui se passait sur ces ponts à la suite de la catastrophe de Gênes qui avait ému évidemment une grande partie de nos élus et de la population. Donc aujourd'hui, nos travaux seront des travaux qui seront macro. Ne sont pas des travaux donc, à l'échelle de chaque territoire. Mais justement, quelles sont les difficultés rencontrées par les collectivités pour entretenir ce réseau, pour assurer la maintenance de ce patrimoine ? Alors, il y a plusieurs difficultés. Une des difficultés, c'est la connaissance. La deuxième difficulté, c'est l'accès à la technicité. Pardon, quand vous dites la connaissance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas apprécier justement l'état du pont ? Alors l'état et même, encore une fois, le recensement exhaustif. C'est-à-dire que dans certaines collectivités, il n'y a pas de liste précise de l'ensemble des ponts gérés par les collectivités. Parce que voilà, l'habitude a fait que ce n'était pas un sujet qui était apprécié comme étant un patrimoine, alors que c'est un patrimoine. Donc voilà, vous avez déjà une partie de nos pistes. Oui, pour terminer cette question de la mission d'information sur la sécurité des ponts, on a le sentiment quand même que le problème se situe moins dans les grandes villes, dans les métropoles, que dans les petites communes qui ont moins de moyens justement pour entretenir ces ponts. Oui, moins de moyens financiers et moins de moyens techniques. C'est parce que la technicité est quelque chose de très fort. On ne s'invente pas ingénieur des ponts chaque matin. Patrick Chaise, on va terminer sur un tout autre sujet. Le déploiement de la fibre en France, parce que vous êtes président du groupe numérique au Sénat, le gouvernement a mis en place un plan pour que les collectivités s'engagent sur le déploiement de la fibre d'ici 2022. Où en est-on ? C'est le plan France Très Haut Débit. Où en est-on ? Alors, ce plan France Très Haut Débit a été jalonné par 3 dates, 2020, 2022 et 2025, par le président de la République lui-même lors de la conférence des territoires qui s'est tenue ici au Sénat, donc tout de suite après son élection. En gros, 2020, c'était accès au débit, au bon débit pour tous. 2022, c'est accès au très haut débit pour tous, dont 80% en fibre optique. Et 2025, le 100%. Ça, ce sont pour les objectifs. Je vous demande où nous en sommes aujourd'hui. Où on en est, c'est qu'aujourd'hui, on a la prétention de penser qu'on atteindra les 80% de fibre optique en 2022. Donc il y aura un retard. Non, on n'a pas de retard. On va être sur la ligne. Sauf que la vraie difficulté du sujet, c'est que ça sera très hétérogène. On pourra avoir 100% dans certains territoires et 40% dans d'autres. D'où une fracture qui est en train de se passer sur le territoire national entre les départements ou les régions qui ont fait des choix différents. Et ça, c'est effectivement très inquiétant. Que vous répond le gouvernement quand vous lui soumettez cette question ? Le gouvernement dit oui, ça va bien se passer. Bon, aujourd'hui, on a quand même une inquiétude forte. C'est comment on finance justement le passage du 2022 à 2025. Mais le gouvernement n'a pas stoppé le plan France Très Haut Débit. Le gouvernement a effectivement stoppé en fin 2017 le guichet qui permettait aux collectivités de déposer leur dossier pour pouvoir prétendre à des financements. Pourquoi le gouvernement a décidé ça ? C'est une décision que je ne m'explique pas et que je ne comprends pas, et qui met les territoires et les collectivités dans une situation d'impasse. C'est-à-dire que les collectivités, aujourd'hui, qui voudraient donc continuer à évoluer et à faire en sorte d'équiper leur territoire pour donner à la population qui le réclame l'accès à ce très haut débit, eh bien, est laissée seule au milieu d'un désert. Je martèle, et beaucoup d'autres collègues avec moi, à chaque fois, plan de finance, loi de finances, les différents textes qui arrivent sur le sujet du numérique pour dire attention, 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 attention. Et malheureusement, ce plan n'est pas réalimenté, alors qu'il a mobilisé déjà 3 milliards 300 millions. Il reste en gros 600 millions, 600 à 700 millions à financer. C'est-à-dire, certes,
Vous demandez aujourd'hui que ces 600-700 millions soient mis sur la table par le gouvernement. Bien sûr, et en plus de ça, c'est une autorisation d'engagement. C'est-à-dire que ce n'était pas même des crédits de paiement qui sont demandés, puisque ces projets-là sont des projets à long terme. C'est-à-dire qu'en décidant aujourd'hui la réouverture du plan, on va mobiliser les financements qu'en 2021 ou 2022. Donc, globalement, sans conséquences fortes sur le budget de l'État. Très bien, merci. Votre département a une frontière commune avec la Suisse. Moi, Oui. je voudrais que vous nous en disiez plus sur l'état des relations, de la coopération, on va dire, entre la France et la Suisse. J'ai vu, par exemple, que la coopération allait mieux en termes d'hôpitaux, dans le domaine sanitaire. J'ai vu que des conventions avaient été passées, que le système suisse devient compatible avec le système français. C'est une bonne chose. Comment fait-on pour les épidémies, pour tout ce qui peut se présenter comme problématique? Alors, il y a donc des relations très fréquentes entre évidemment la Suisse et les départements frontaliers, dont le département de l'Ain, sur tout un tas de sujets, évidemment. Notamment, il y a un sujet qui intéresse et qui occupe les habitants de ces territoires, c'est la santé, pour lequel, effectivement, une convention internationale a été donc validée la semaine dernière au Sénat et qui va permettre de pouvoir accéder aux services de santé genevois pour le Pays de Gex. Qui sont bons. Qui sont bons et qui sont surtout à une dizaine ou un quart d'heure de route. Alors même qu'aujourd'hui, les habitants de ce territoire devaient se rendre à Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie, avec des voiries occupées pour être correct, et qui ne permettent pas donc des transports à moins d'une heure. Donc en cas d'urgence, c'est quand même un peu dommageable que de dire parce qu'il faut aller en France, on va mettre une heure, alors qu'à un quart d'heure, on a les services de sécurité qui ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. En tout cas, c'est en passe d'être réglé. Et la coopération est bonne? La coopération, je vais dire, elle existe. Il y a quand même des points de blocage. Il y a des points durs, notamment, je pense, au transport, justement. On a donc un nombre de frontaliers importants qui font chaque jour donc des allers-retours entre la Suisse et la France, avec des vraies problématiques de transport, que ce soit des transports en commun ou des axes routiers. Sur ces points-là, les Suisses sont, j'allais dire, plus réservés. Merci beaucoup. Merci Patrick Chaise, sénateur LR de l'Ain, département avec une frontière commune avec la Suisse. Tout à fait. Voilà l'agenda, ce qui se passe au Sénat. Alors à 9h30, on vient d'en parler, c'est l'examen du rapport de la mission d'information sur la sécurité des ponts à la suite de l'effondrement du pont de Gênes. Le Sénat a donc mis en place une mission sur la sécurité des ponts français. Dans leur rapport, les sénateurs dressent plusieurs constats inquiétants quant à l'état des ponts français. Ils proposent des solutions pour y remédier. 14h30 à 14h30 en séance, la proposition de loi sur l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles. C'est un texte qui intervient en pleine affaire Huawei. En France et en Europe, certains redoutent que les équipements 5G du géant chinois des télécoms soient utilisés à des fins d'espionnage pour le compte de Pékin. Le texte vise donc à créer un nouveau régime d'autorisation préalable pour contrôler en amont les équipements et les logiciels des réseaux mobiles. Et puis à 16h30, bien sûr, à la suite de l'examen de la réforme de la fonction publique, hier les sénateurs ont adopté notamment une série d'articles destinés à faciliter l'embauche des personnes handicapées. Merci Saveria pour l'agenda. On va passer maintenant à la rubrique éclairage. L'œil 2 dans un instant. Il arrive, il s'installe. Bonjour Benjamin Morel, merci d'être avec nous pour nous éclairer ce matin. On va essayer. Bonjour Benjamin, on va parler avec vous de ce tour de France des territoires lancé par Gérard Larcher. La semaine dernière, le président du Sénat était avec Xavier Bertrand. Demain, il sera en Seine-Saint-Denis à Montfermeil. Quelle est votre analyse sur cette initiative du président du Sénat? Le renouveau, le salut de la droite viendra des territoires? Si vous voulez, la droite a plusieurs problèmes aujourd'hui. Elle a un problème d'espace politique, entre Emmanuel Macron qui campe l'espace de la droite orléaniste et Marine Le Pen qui tend à dévorer celui de la droite bonapartiste. Elle a un deuxième problème qui est celui du leadership. Parce qu'on a un électorat, quand on parle de l'électorat de droite, qui est attaché à la figure du chef. Or, pour l'instant, il n'y a pas de chef, ou plutôt il y en a trop. Donc du coup, ça pose un vrai problème pour reconquérir cet espace politique sur justement cette base charismatique. Toutefois, la droite a un avantage. Ce sont ses élus. Elle a à la fois le plus grand contingent d'élus locaux, le Sénat et le premier groupe parlementaire d'opposition à l'Assemblée nationale. Si la droite veut continuer demain à exister,
et apparaître comme cette force d'opposition qui reste la première force d'opposition à la majorité en termes d'élus, eh bien justement, il faut arriver à sauver ce corpus d'élus locaux qui peut permettre ensuite de remporter les sénatoriales. C'est l'objectif premier de Gérard Larcher. Précisément, Gérard Larcher est très soutenu par sa majorité. Le groupe, on le voit, au Sénat est soudé derrière lui, car chacun joue sa place. Est-ce qu'il faut aussi y voir une démarche pour sauver ce qui peut l'être en vue des élections municipales, pour stopper l'hémorragie vers En Marche ? Alors il ne faut pas exagérer cette hémorragie, si vous voulez. D'abord parce que, pour les élus de droite, l'attachement à l'étiquette n'a jamais été une vertu première lors des municipales. Qui plus est, lorsque vous êtes élu au municipal, vous avez toujours un rapport d'alliance à géométrie variable, qui avec le centre, qui avec la droite, etc. Donc il n'y a pas aujourd'hui d'hémorragie au sens où on l'entend. Il y a en effet quelques personnes qui partent à la LREM, mais LR reste encore un parti qui est assez implanté sur les territoires et capable de tenir la dragée haute à LREM, qui souffre aujourd'hui d'une difficulté sur le territoire. C'est un parti récent qui n'a pas encore eu le temps de tisser des tissus d'élus et de militants, qui n'a pas réellement d'ancrage local et qui plus est, ne peut pas réellement facilement rapporter des voix, parce que l'électorat centriste est peu fidèle aux consignes de vote données par les partis auxquels il se rattache, et que pour l'électorat de centre-gauche, qui est encore en partie campé par LREM, le fait que LREM appelle à voter pour un maire issu de la droite, ça risque de ne pas être très efficace. Pour en venir au Sénat, c'est les groupes sénatoriaux, et c'est aussi le cas d'ailleurs pour les socialistes, ça marche pour la droite et pour la gauche, ce sont les dernières grandes réserves, de ces partis, des Républicains et du Parti socialiste, alors qu'ils perdent peu à peu toute assise électorale et que les résultats dans les urnes, il faut bien le dire, sont catastrophiques. Oui, c'est encore les grands groupes parlementaires qui fonctionnent, on va dire, sur la base de l'ancien monde, sans que ça n'ait rien de péjoratif, si vous voulez, mais le Sénat reste en effet le conservatoire de ce qu'était la vie politique d'il y a 3 ans, avant justement que La République En Marche apparaisse comme au centre du jeu politique. Et donc à partir de là, l'image qu'aujourd'hui renvoie le Sénat n'est pas tout à fait l'image que l'on ressent à la suite des élections européennes et des élections présidentielles. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ce qui est incarné par ces groupes sénatoriaux n'a pas de vraie ramification dans le pays, parce qu'encore une fois, ils sont en grande partie issus de ces élus locaux, de ces élections locales. Pour terminer, Benjamin, rapidement, est-ce que la droite pourrait perdre la majorité sénatoriale ? Est-ce que la droite pourrait perdre le Sénat ? C'est très difficile à dire pour l'instant. Si vous voulez, il ne faut pas oublier que le Sénat est renouvelé par moitié, que la droite a remporté une victoire très importante lors des dernières municipales, donc il y aura très probablement un reflux. Quelle sera l'ampleur de ce reflux ? Il ne sera peut-être pas aussi important, et on n'aura pas, si vous voulez, une majorité de La République En Marche au Sénat en 2020, ça paraît très très improbable. En revanche, il est possible que l'on ait au Sénat une majorité relative, composée de la droite et des centristes, et qui, pour s'appuyer sur une majorité absolue, aura besoin d'alliance à géométrie variable sur chaque texte. Merci beaucoup, Benjamin. Merci Benjamin Morel pour votre éclairage, et à très vite. À très vite. On passe à la revue des unes de la presse quotidienne régionale, revue d'actualité dans un instant. On démarre avec la une de Sud-Ouest, c'est l'urgence climatique à la une du plus grand quotidien de la Nouvelle-Aquitaine. Alors que la canicule frappe notre pays, la France n'en fait pas assez pour le réchauffement climatique. C'est le Haut Conseil pour le climat, la nouvelle instance créée par Emmanuel Macron, qui le dit dans un rapport. Dans le même temps, le projet de loi énergie et climat, justement, arrive en examen à l'Assemblée nationale. Fermeture des centrales électriques à charbon d'ici 2023. Lutte contre les passoires énergétiques. C'est un projet de loi complet qui touche au nucléaire, au charbon, en passant par l'hydrogène, mais aussi au prix de l'électricité et du gaz. Le texte prévoit également d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est une bonne nouvelle pour nos amis les abeilles, les effets prodigieux du bio sur celle-ci. Une étude du CNRS et de l'INRA révèle l'impact très positif des parcelles bio sur le renouvellement des colonies d'abeilles et la production de miel. L'agriculture biologique améliore les performances des colonies d'abeilles. Les chercheurs montrent pour la première fois que l'agriculture bio profite aux colonies d'abeilles, en particulier pendant la période de disette alimentaire à la fin du printemps. Et c'est à la une du Courrier de l'Ouest, un des journaux du groupe Ouest France, à la une du Républicain Lorrain, un des journaux
journaux du groupe Ebras, ce sont les médicaments avec la pénurie qui s'aggrave. La pénurie de médicaments est 20 fois plus élevée aujourd'hui qu'il y a 10 ans. En Lorraine, tout le monde, pharmacies, hôpitaux sont concernés. Mais les hôpitaux à Metz ou à Nancy sont organisés pour assurer la continuité des traitements. En ville, eh bien, c'est plus compliqué. Antibiotiques, anticancéreux, anesthésiants ou encore vaccins, soit 500 références, font régulièrement défaut. En cause, les tensions sur la matière première, la consommation en hausse des pays émergents, les laboratoires qui ne suivent pas la demande ou encore les lots interrompus à la suite de contrôles qualité. Et puis, la Nouvelle République du Centre-Ouest, c'est la maternité du Blanc. Une année de lutte à la une ce matin. Le 27 juin 2018, la maternité fermait provisoirement ses portes, mais elles n'ont plus rouvert depuis. Pour ses défenseurs, le combat continue. Tous critiquent un abandon des services publics et rappellent un chiffre. 40% des maternités de proximité ont fermé en France en 20 ans. L'argument invoqué par les autorités sanitaires pour justifier ces fermetures concerne pourtant la sécurité maternelle et infantile, les petits établissements manquant de médecins spécialistes. Merci Saveria, au revoir et à demain. Très bonne journée à tous, très bonne journée, à demain. Voilà, nous on continue dans un instant la météo des territoires, le temps qu'il fait en France avec la canicule qui progresse et s'installe, puis le Zapata de Christophe Combarieux avec ce qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin et on se retrouve après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. La circulation différenciée encore plus sévère en cas de pic de pollution. Qui est concerné? Nous allons remonter d'un critère pour être plus sélectif. Cela concernera environ 35% des véhicules qui ne pourront plus circuler en cas de circulation différenciée. L'action gouvernementale ne peut se limiter à des slogans, à des postures médiatiques ou propositions saugrenues évacuant les vraies solutions. On fait beaucoup en termes de communication. Manifestement, chaque ministre se transforme en conseiller, mais bon, sur ce qu'il convient de faire. Dès lors que vous avez des situations de ce type qui vont devenir de plus en plus extrêmes, on le sait, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous contenter seulement de réagir à ces moments-là. Nous devons donc, au-delà des mesures d'urgence, elles sont légitimes, mais elles ne sont pas suffisantes, nous adapter notre société, adapter notre bâti, adapter notre urbanisme, adapter notre architecture, adapter nos services publics. Nous devons prévenir. Je vois bien qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent peut-être cette semaine, mais enfin faire de ce type d'événement climatique un événement politique me semble être d'assez mauvaise aloi, ou alors le gouvernement n'a vraiment plus rien à proposer aux Français. Je n'estime pas que nous en fassions trop parce qu'il y a toujours des morts. L'année dernière, il y a eu un épisode de canicule qui a abouti à 1500 décès en excès. Donc en réalité, moi, tant qu'il y aura des morts inutiles liées à la canicule, je continuerai à délivrer ces messages de prévention. Le ministère de la Santé ne peut pas être simplement un ministère de la communication. Il est important de faire de la prévention, il est important de prendre un certain nombre de dispositions dans les transports, mais il est important aussi qu'on traite les problèmes de fond. Et on le voit, dans le même temps qu'il y a cette canicule, il y a quoi? Il y a une grève des pompiers, il y a une situation apocalyptique dans les urgences. C'est un peu navrant d'entendre ce que nous venons d'entendre. Madame Buzyn est au front sur
cet enjeu lié à la canicule. Arrêtons de mettre des cravates et Donc des costumes. Là, je vous allez me faire un reproche parce que j'ai une cravate. Mais parce que, en réalité, la climatisation vous protège, mais elle participe au réchauffement climatique. Et donc, on a intérêt à ne pas trop climatiser, à changer notre code vestimentaire. Je préfère qu'il fasse du zèle plutôt que rien, comme ça s'est passé quelques années et que ça se termine avec 15 000 morts. Le gouvernement, il communique, il essaye d'agir face à cet épisode de canicule, et dans l'urgence, c'est tout ce qu'il peut faire et c'est ce qu'il doit faire. Si nous avons 12 ans pour changer de modèle, l'écologie ne peut pas s'accommoder du libéralisme économique avec lequel il faut rompre. Et d'ailleurs, la jeunesse qui se mobilise pour le climat, ces mots d'ordre montrent bien qu'il s'agit d'un changement de modèle. Voilà, fin de cette édition. Demain, nous recevrons la porte-parole des Républicains, Laurence Saillet, sur ce plateau en direct pour Territoire d'Info. D'ici là, passez une bonne journée. Merci de votre fidélité. Et attention, protégez-vous de la canicule. Au revoir, à demain.